Je m'appelle Emma Carter. J'ai 34 ans. Et la nuit où ma mère m'a ordonné de quitter le manoir dont j'avais hérité. Elle se tenait sous le portrait de ma grand-mère comme si elle possédait déjà les murs qui l'entouraient. Tu as 24 heures, a-t-elle dit. En faisant glisser une valise vide vers moi avec la pointe de sa chaussure. Mon père est resté à ses côtés, les bras croisés, et a ajouté, tu as perdu. Fais tes valises. Il s'attendait à des larmes, des cris. Peut-être une autre tentative désespérée de leur rappeler que le manoir m'avait été légué. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone, regardé l'horloge et leur ai dit que je comprenais. Ce calme les a plus déconcertés que ne l'aurait fait la colère. Ils ne savaient pas que la preuve était scellée à l'intérieur du coffre-fort en acier derrière le panneau de ma chambre. Ils ne savaient pas que moins d'une heure plus tôt, quelqu'un sur le porche avant les avait regardés faire entrer un serrurier par l'entrée de service et diriger des déménageurs vers des pièces où ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et ils ne savaient certainement pas que j'avais déjà remarqué les nouvelles éraflures autour de mon coffre-fort. Pendant 18 ans, j'avais confondu l'obéissance avec la loyauté. Debout là, j'ai enfin compris la différence. Était-il vraiment prêt à effacer chaque promesse que ma grand-mère avait faite juste pour transformer sa maison en argent liquide? Ma mère m'a fait un sourire satisfait et a dit qu'elle reviendrait à midi pour récupérer les clés. Je l'ai laissée sortir en croyant qu'elle avait gagné. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, mon téléphone a sonné. Sa voix n'était plus froide. Elle sanglotait. Emma, ne montre ce document à personne, s'il te plaît. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le papier dans mon coffre-fort faisait plus que prouver que le manoir était à moi. Ils pouvaient exposer exactement ce qu'ils avaient fait. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite. Dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et si cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyage. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à la dernière seconde. Puis j'ai répondu sur haut-parleur après avoir dit à ma mère que je documentais la conversation. Elle aurait pu raccrocher. Elle est restée en ligne et ce choix m'a dit à quel point elle avait peur. Tu es dramatique, a-t-elle dit. Essayant de reconstruire l'autorité qu'elle avait portée la veille. Je voulais seulement dire que les documents de famille devraient rester privés. J'ai demandé de quel document elle voulait parler. Sa respiration a changé. Celui que ta grand-mère gardait, le papier de transfert. Emma. Écoute-moi. Ton père et moi avons déjà pris des dispositions. Le montrer à quiconque créera des problèmes pour nous tous. Jusqu'à ce moment, je ne lui avais jamais dit ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre-fort. Je m'étais seulement tenu devant quand elle était entrée dans ma chambre sans permission. Elle savait parce qu'elle l'avait cherché. J'ai gardé ma voix égale. Quelle disposition? Elle a répondu trop vite. Rien de final. Puis plus doucement, elle a dit. Nous pouvons te donner de l'argent. Assez pour un bel appartement quelque part plus facile à gérer. Tu n'as jamais voulu le fardeau de cet endroit. C'était la première fois qu'elle admettait que le manoir n'était pas à elle. Même si elle le faisait indirectement. J'ai demandé pourquoi une maison qui m'appartenait légalement nécessitait sa permission pour que je la garde. Les sanglots ont cessé. Parce que tu ne comprends pas ce qui est en jeu, a-t-elle lancé sèchement. N'appelle pas un avocat. Ne parle pas à l'homme qui est dehors. Laisse ton père s'occuper de ça. Puis elle a raccroché. Son avertissement a résolu une question et en a créé 3 autres. Elle connaissait le témoin. Elle connaissait le document de transfert. Et quoi que elle et mon père aient arrangé était déjà assez avancé pour l'effrayer. J'ai appelé Mark Willis. L'avocat qui avait traité un contrat commercial pour moi 2 ans plus tôt et qui avait autrefois travaillé avec l'avocat de la succession de ma grand-mère. Je lui ai parlé de l'ultimatum, de la tentative d'effraction, du coffre-fort et de l'appel de ma mère. Il n'a pas offert de réconfort facile. N'ouvre pas le coffre-fort pendant que tu es seul, m'a-t-il dit. Photographie d'abord la pièce. Ne déplace rien que tes parents aient pu toucher, et ne signe. N'envoie de message ou n'accepte verbalement de partir. Nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là, après que j'ai sécurisé les preuves. À 8h15, la sonnette a retenti.
L'homme du Porsche se tenait dehors, tenant une enveloppe matelassée qui m'était adressée. Je l'ai reconnu grâce au Greystone qu'il restaurait de l'autre côté de la rue. Il s'est présenté comme Alex Quinn et a expliqué qu'un coursier avait livré mon colis à son adresse. Par erreur. Puis son expression s'est durcie. Je dois aussi vous dire ce que j'ai vu hier. Je l'ai invité dans le hall d'entrée mais j'ai gardé la porte ouverte. Alex a dit qu'il vérifiait les mesures extérieures de sa propriété lorsqu'une camionnette noire s'est arrêtée à côté de mon entrée de service. Mon père est arrivé avec un serrurier. Ma mère portait un dossier et pointait à plusieurs reprises vers le 2e étage. 2 déménageurs ont sorti 3 boîtes scellées. Un coffre en argent et une caisse en bois étroite du manoir. Alex avait supposé que je déménageais jusqu'à ce qu'il entende ma mère dire à l'un d'eux. Elle sera partie demain. Prenez tout ce qui est lié à la succession avant qu'elle ne fasse des problèmes. Alex ne les avait pas confrontés. Au lieu de cela, il a photographié la camionnette, sa plaque d'immatriculation, le logo de l'entreprise du serrurier et les boîtes traversant le Porsche. Ses caméras de restauration avaient également capturé une partie de l'entrée de service. Il m'a montré les images horodatées sur son téléphone. La caisse en bois sur une photographie avait appartenu à mon grand-père. Elle contenait de vieux registres de propriété et de la correspondance du trust familial. L'avertissement de Marc m'a empêché de les confronter. La colère leur donnerait le temps d'inventer une explication. L'épreuve leur enlèverait ce temps. J'ai demandé à Alex pourquoi il avait documenté cela. Il a jeté un coup d'œil à la plaque de laiton endommagée à côté de ma porte de service. Parce que les gens qui appartiennent à une maison utilisent généralement leur propre clé. Il n'amène pas un serrurier et ne chuchote pas pour faire sortir le propriétaire. Alex n'était pas un sauveteur miraculeux. Il était un témoin qui avait remarqué ce que mes parents espéraient que personne ne remarquerait. Je lui ai demandé d'envoyer les fichiers originaux directement à Marc sans les modifier. Il a accepté et a rédigé une déclaration décrivant exactement où il avait été et ce qu'il avait vu. Avant de partir, il a ajouté un détail de plus. Les déménageurs avaient chargé les boîtes dans la camionnette, mais ma mère avait gardé le dossier. Elle l'avait pressé contre sa poitrine comme si c'était plus important que tout le reste. Après qu'il ait traversé la rue. J'ai verrouillé la porte et levé les yeux vers le portrait de ma grand-mère. Mes parents m'avaient donné 24 heures parce qu'ils croyaient que la vitesse me maintiendrait dans la confusion. Ils avaient tort. Leur date limite était devenue la mienne. D'ici midi, je saurais ce qu'ils avaient pris. Ce qu'ils avaient déposé et pourquoi un document avait transformé le triomphe de ma mère en panique. Avant de toucher quoi que ce soit dans ma chambre, j'ai photographié la porte, le tapis, le panneau mural et les rayures autour du clavier du coffre-fort. Les marques étaient assez fraîches pour prouver que quelqu'un avait essayé de l'ouvrir de force. Ma mère n'avait pas simplement deviné qu'un document existait. Elle avait essayé de l'atteindre. Le coffre-fort était boulonné dans la brique derrière une armoire peu profonde. Ma grand-mère me l'avait montré 6 mois avant sa mort. Mais elle ne l'avait jamais ouvert devant quelqu'un d'autre. Une maison peut être héritée, avait-elle dit, posant sa paume sur le panneau. Mais la gérance doit être choisie. À l'époque, je pensais qu'elle me donnait une autre leçon sur l'entretien. Les impôts et la vieille plomberie. Maintenant, le souvenir ressemblait à une instruction que je n'avais pas comprise. J'ai entré le code qu'elle m'avait donné. Le coffre-fort s'est déverrouillé, mais l'intérieur semblait anormal. L'enveloppe bleue contenant l'acte de transfert au décès restait sur l'étagère supérieure. Le petit sachet en velours de clé était toujours à côté. Pourtant, le classeur en cuir de la succession avait été tiré vers l'avant. Et l'un de ses anneaux en laiton était ouvert. J'ai compté les séparateurs numérotés. La section 9 était vide. Puis j'ai remarqué un minuscule beau crayon à côté du séparateur vide. Ma grand-mère ne marquait jamais rien sans raison. J'ai retiré le classeur et trouvé une rainure étroite en dessous. Un faux fond s'est soulevé lorsque j'ai appuyé sur la languette métallique à l'arrière. À l'intérieur se trouvait une deuxième enveloppe scellée à la cire rouge et une note manuscrite qui m'était adressée. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe scellée. Marc m'avait dit de tout préserver, et la cire était intacte. J'ai lu la note. L'écriture de ma grand-mère était nette et contrôlée.
Emma, si tu lis ceci parce que quelqu'un a contesté ton droit à la maison. Ne discute pas d'amour. Lis les documents. Les gens qui utilisent la famille comme un levier de pression comptent sur vous pour que vous défendiez vos sentiments au lieu de votre droit de propriété. La phrase m'a frappé plus durement que l'ultimatum. Ma mère formulait chaque demande comme un sacrifice. Et mon père appelait l'obéissance maintenir la paix. Ma grand-mère avait anticipé le piège. Il me ferait prouver que je les aimais tout en traitant mon héritage comme un prix. La note identifiait l'enveloppe bleue comme l'acte de transfert au décès enregistré et l'enveloppe scellée comme un addendum exécutoire à un trust familial distinct. Elle expliquait également que des copies certifiées avaient été déposées auprès de son avocat de succession et d'une banque de Chicago. Le document dans mon coffre-fort n'était pas la seule preuve. Même si mes parents l'avaient forcé, ils n'auraient pas pu effacer l'enregistrement. En bas, ma grand-mère a écrit une dernière instruction. Vérifie le registre avant de confronter qui que ce soit. Le registre avait disparu. Il était à l'intérieur de la caisse en bois qu'Alex avait vu les déménageurs emporter. J'ai appelé Marc et décrit la section manquante, l'addendum scellé et la note. Il m'a dit de tout placer dans un dossier propre. De photographier chaque page et d'apporter tout l'inventaire du coffre-fort. Puis il m'a demandé si je savais ce que le registre contenait. Je me souvenais de mon grand-père l'utilisant au bureau de la bibliothèque chaque mois de janvier. Il enregistrait les réparations, les paiements d'assurance, les distributions du trust et tout l'argent dépensé pour la propriété. Plus important encore, il joignait des copies des accords majeurs et de la correspondance. Cela signifiait que la caisse en bois pouvait montrer si mes parents avaient reçu de l'argent lié au manoir ou s'ils l'avaient promis à quelqu'un d'autre. Alex est revenu avec une clé USB contenant les fichiers originaux de la caméra. Quand je lui ai montré la photographie de la caisse du registre manquant, il a agrandi une image. Une étiquette blanche avait été placée sur le vieux fermoir en laiton. Dessus se trouvait le nom d'une société de stockage et un numéro d'unité. Ma mère avait étiqueté la boîte avant l'arrivée des déménageurs. Ce qui signifiait que le retrait était planifié, et non impulsif. Nous nous sommes rendus séparément au centre de stockage. Le gérant ne nous a pas laissé entrer car le bail était au nom de mon père. Mais il a accepté de conserver les journaux d'accès et la vidéo pour une demande légale. L'unité avait été louée 3 semaines plus tôt. Dehors. J'ai avoué à Alex qu'une partie de moi voulait toujours une explication qui rendrait mes parents innocents. C'était la question que je ne pouvais pas éviter. Étais-je à la recherche de la vérité? Ou étais-je toujours à la recherche d'une version de mes parents que je pourrais pardonner? À la demande de Marc, nous sommes retournés au manoir et avons fait un inventaire pièce par pièce. Le coffre en argent manquait dans la salle à manger. 2 lettres encadrées avaient disparu de la bibliothèque. Ainsi que la petite boîte à serrure de correspondance de ma grand-mère. Rien ne semblait saccagé. Mes parents avaient sélectionné des articles liés à la propriété et à la provenance, laissant des meubles et des objets de valeur qui feraient paraître le retrait ordinaire. Dans la bibliothèque, j'ai trouvé un coin de papier crème déchiré sous le bureau. Il portait une partie d'une phrase imprimée. L'acheteur acquéra les lieux libres de toute revendication d'occupation. La police et le papier n'appartenaient à aucun document de famille que je reconnaissais. Cela ressemblait à une page d'un contrat de vente. Ma mère m'avait dit qu'ils avaient pris des dispositions. Maintenant, je savais que ces dispositions avaient un acheteur, une unité de stockage et un calendrier. L'ultimatum de 24 heures n'avait jamais eu pour but de me donner le temps de partir. Il s'agissait de me faire sortir avant une transaction qu'ils avaient déjà mise en marche. Le bureau de Marc occupait le 12e étage d'un immeuble surplombant la rivière Chicago. Mais j'ai à peine remarqué la vue. Il a placé l'enveloppe bleue, l'addendum scellé, la note de ma grand-mère, les photographies et la clé USB d'Alex sur une table de conférence. Puis il a fait quelque chose que j'ai apprécié plus que le réconfort. Il a vérifié chaque affirmation avant de me dire ce qu'il croyait. L'acte de transfert au décès avait été enregistré 4 ans plus tôt et me nommait comme seul bénéficiaire du manoir d'Aster Street. Le certificat de décès de ma grand-mère avait activé le transfert. L'enregistrement du comté correspondait à la copie dans mon coffre-fort, y compris le numéro de dépôt et la description légale.
Mes parents n'avaient aucun intérêt de propriété dans le bien. Cela aurait dû clore l'affaire. Ce ne fut pas le cas. Marc a cherché les dépôts de propriété les plus récents et a tourné son moniteur vers moi. Un acte de renonciation avait été soumis 2 jours plus tôt, transférant supposément mes intérêts à une société appelée Carter Heritage Holdings. Ma signature apparaissait en bas. Je n'avais jamais entendu parler de cette société, je n'avais jamais signé l'acte. Et j'avais passé la date de notarisation à faire une présentation au travail devant plus de 40 personnes. Les gérants enregistrés de la société étaient Linda Carter et James Carter. Voir leur nom m'a enlevé ma dernière excuse pour eux. Ce n'était pas un malentendu sur l'héritage. Ils avaient créé une société, apposé mon nom sur un document et tenté de placer le manoir sous leur contrôle. Marc n'a pas utilisé de langage dramatique. Il a dit que le dépôt pouvait être contesté immédiatement, que l'enregistrement notarié devrait être examiné et que la tentative de transfert pourrait exposer toutes les personnes impliquées à de graves conséquences civiles et pénales. Il m'a également averti que mes parents pourraient prétendre que je les avais autorisés verbalement, que j'avais égaré un document signé, ou que j'avais plus tard regretté un arrangement familial. L'acte original était puissant, mais l'affaire deviendrait plus forte si nous prouvions l'intention. Je lui ai tendu le coin de contrat déchiré de la bibliothèque. Il a fait correspondre le langage de l'acheteur à une demande de préservation en attente liée au manoir. Une société de développement avait demandé des informations sur la conversion de la propriété en résidence de luxe. Le prix d'achat proposé était de 4,8 millions de dollars, conditionné à l'obtention de la possession vacante et d'un titre de propriété clair. Possession vacante, expliquait l'ultimatum. Titre de propriété clair, expliquait l'acte falsifié. Mes parents n'essayaient pas de protéger un héritage familial. Ils essayaient de le vendre avant que quiconque puisse les arrêter. Marc a finalement ouvert l'enveloppe scellée devant moi et un assistant juridique qui a documenté l'état de la cire. À l'intérieur se trouvait l'addendum exécutoire que ma grand-mère avait mentionné. Il régissait un trust d'investissement distinct d'une valeur d'environ 1,3 million de dollars. Mes parents étaient des bénéficiaires subsidiaires. Mais seulement s'ils ne contestaient pas ma propriété, n'interféraient pas avec mon occupation, ne dissimulaient pas de documents de la succession ou ne tentaient pas de profiter d'un transfert non autorisé du manoir. Une violation avérée mettrait fin à leurs intérêts et redirigerait les actifs restants du trust vers une fondation de préservation historique de Chicago. Ma mère m'avait supplié de ne pas montrer le document parce qu'elle savait que la maison n'était pas la seule chose qu'elle pouvait perdre. Il y avait une faiblesse. L'addendum exigeait des preuves claires d'interférence intentionnelle. Les photographies montraient le retrait de biens. Mais mes parents pourraient appeler cela de la mise en sécurité. L'acte falsifié était dévastateur. Mais Marc avait besoin du dossier du notaire et des communications de la transaction originale pour les relier directement à celui-ci. Le registre et la correspondance manquant pourraient contenir ce lien. Je m'attendais à ce que Marc me dise de les confronter. Au lieu de cela, il a conseillé la patience. Il enverrait des avis de préservation à la société de stockage, aux serruriers, aux déménageurs, aux notaires et aux développeurs. Il chercherait également une ordonnance d'urgence empêchant tout transfert ou vente. Jusque-là, je devais laisser mes parents croire que j'avais assez peur pour négocier. Cette stratégie semblait presque cruelle, et pendant un moment, j'y ai résisté. Je voulais qu'ils sachent que j'avais trouvé l'acte. Je voulais voir la certitude quitter leur visage. Marc a secoué la tête. La vengeance est émotionnelle. La responsabilité est documentée. Décidez de ce que vous voulez. J'ai regardé la note de ma grand-mère. Elle m'avait dit de ne pas discuter d'amour. Marc me disait de ne pas discuter avant que les faits ne soient sécurisés. Tous deux me demandaient d'arrêter de réagir dans le rôle que mes parents m'avaient assigné. Alors, j'ai envoyé à ma mère un court message. Je suis disposé à discuter d'une solution familiale. Viens au manoir demain à 11h. Amen. Papa et chaque document lié à vos arrangements. Alex sera présent comme témoin. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Pas d'avocat. J'ai répondu. Alors il n'y a pas de réunion. 5 minutes plus tard, elle a accepté.
Avant de quitter le bureau, Marc m'a donné une copie certifiée de l'acte et a gardé l'original en sécurité. Il m'a aussi dit de ne pas révéler l'addendum du trust. Ce serait la dernière carte à jouer. Alors qu'Alex et moi entrions dans l'ascenseur, il m'a demandé ce que je prévoyais de dire à l'arrivée de mes parents. J'ai regardé les numéros d'étage descendre et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'un discours. J'avais besoin qu'ils parlent. Ils avaient passé des semaines à construire un plan autour de mon silence. Demain, je leur donnerai juste assez de confiance pour qu'ils l'expliquent. À 10h58 le lendemain matin. Mes parents sont entrés dans le manoir comme s'ils arrivaient pour conclure une transaction. Ma mère portait le même dossier en cuir qu'Alex avait vu sur le porche. Mon père a apporté un ordinateur portable et l'a posé sur la table de la salle à manger sans demander. Quand il a remarqué Alex près de la porte de la bibliothèque, sa bouche s'est crispée. Ceci est une affaire de famille privée, a-t-il dit. Alex a répondu avant que je ne puisse le faire. Je suis ici parce que j'ai été témoin du retrait de biens de la maison d'Emma. Ma mère lui a fait un mince sourire. Vous avez été témoin de parents aidant des parents. J'avais placé une copie certifiée de l'acte de transfert sur la table avec un inventaire écrit des objets manquants. Mon téléphone était visiblement à côté de moi et j'ai dit à tout le monde que la réunion serait documentée par des notes écrites. Je n'ai pas caché ce que je faisais. Je voulais que leur choix leur appartienne entièrement. Mon père a ouvert l'ordinateur portable et a affiché une feuille de calcul. Il l'a appelé un plan de transition familiale. Selon sa proposition, je quitterai le manoir immédiatement. Recevrai $150 000 après la clôture, et signerai un accord de confidentialité. Il gérerait la vente. Paierait des obligations familiales non spécifiées et diviserait ce qui resterait. Les chiffres n'identifiaient ni un acheteur, ni un prix de vente. Ni les obligations qu'il prétendait exister. Vous m'offrez une fraction de la valeur de ma propre maison, et je dis. Ma mère s'est penchée en avant. Nous t'offrons la liberté d'une propriété que tu ne peux pas te permettre. Les impôts. Les réparations, l'assurance. As-tu la moindre idée de ce que cet endroit coûte? Je le savais. Le trust de ma grand-mère avait financé ses dépenses pendant des années. Et mon salaire couvrait le reste. Ce que ma mère voulait dire, c'est que je ne pouvais pas me permettre de les défier. J'ai demandé quand ils avaient créé Carter Heritage Holdings. La main de mon père s'est figée sur le clavier. Ma mère s'est rétablie la première. C'est une société administrative. Ton père l'a créée pour simplifier la vente. Quelle vente? Celle de la famille. J'ai fait glisser l'acte certifié vers eux. Le propriétaire enregistré, c'est moi. Mon père ne l'a même pas lu. Ce papier ne te donne pas le droit de prendre tout le monde en otage. Sa formulation était importante. Il ne niait plus que je possédais le manoir. Il soutenait que la propriété ne devrait pas l'empêcher de le vendre. J'ai posé une question sur l'acte de renonciation portant ma signature. Le visage de ma mère a perdu sa couleur, mais mon père a fermé l'ordinateur portable et a dit « Tu as signé une pile de documents de succession après la mort de ta grand-mère. Tu ne te souviens peut-être pas de chaque page. » C'était l'explication que Marc avait prédite. Je lui ai rappelé que le document avait été notarié un jour où j'étais au travail. Il a dit que les dates étaient souvent corrigées lors du dépôt. Ma mère a ajouté que je les avais autorisés verbalement à tout gérer. Alors montrez-moi l'autorisation, et je dis. Aucun des deux n'a bougé. J'ai placé la photographie d'Alex des déménageurs sur la table. Ma mère a écarté le coffre en argent et la caisse en bois comme des objets qu'elle avait sauvés d'eux. La négligence. Quand j'ai demandé pourquoi ils avaient été placés dans une unité de stockage louée 3 semaines plus tôt, la colère de mon père a finalement éclaté. Parce que nous savions que tu deviendrais irrationnel, a-t-il dit. Nous avions besoin des dossiers avant que tu ne puisses les cacher. Voilà. L'aveu enveloppé dans une accusation. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Sa voix s'est adoucie. Emma. Cette vente arrange tout. Ton père a fait des investissements qui ont mal tourné. Nous avons emprunté sur notre maison.
Le développeur a besoin d'une clôture nette et nous pouvons encore nous assurer que tout le monde s'en sorte en sécurité. Tout le monde ne signifiait pas tout le monde. Cela signifiait eux. Elle a expliqué que l'acheteur avait avancé de l'argent pour les expertises et les frais juridiques. Si l'accord échouait, mes parents devraient rembourser et payer une pénalité contractuelle. Ils avaient également promis une possession vacante d'ici la fin de la semaine. La date limite de 24 heures avait été conçue pour créer l'apparence que j'avais déménagé. Volontairement. J'ai regardé les deux personnes qui m'avaient appris que la loyauté familiale exigeait des sacrifices. Ils avaient risqué ma maison pour se sauver des conséquences qu'ils avaient cachées. Se battaient-ils pour la famille ou exigeaient-ils que je devienne le coup de leurs erreurs? Mon père a poussé un accord de règlement sur la table. Signe ça et nous pourrons arrêter de prétendre que c'est compliqué. J'ai lu la première page lentement. Elle incluait une déclaration selon laquelle j'avais autorisé leurs actions antérieures. Le signer ne réglerait pas le litige. Il fabriquerait le consentement qui leur manquait. J'ai posé le stylo. Vous êtes venu ici pour me faire légaliser ce que vous avez déjà fait. Le sang-froid de ma mère s'est fissuré. Elle a pointé l'acte du doigt et a dit, ce document n'aurait jamais dû t'atteindre. Le silence s'est fait dans la pièce. Je lui ai demandé de répéter. Elle a réalisé trop tard ce qu'elle avait admis et a commencé à parler par-dessus moi. Prétendant que ma grand-mère avait été confuse. Mon père lui a ordonné d'arrêter. Alex a écrit la phrase exacte dans ses notes. Puis la sonnette a retenti. Mes parents ont semblé soulagés, supposant peut-être que la réunion avait une interruption. Je savais mieux. Marc m'avait dit qu'il ne viendrait qu'après l'arrivée des premières réponses de préservation. J'ai ouvert la porte. Il est entré, portant une fine mallette noire et a dit. Nous avons maintenant le bon de travail du serrurier, l'inventaire des déménageurs. Le journal du notaire et les courriels du développeur. Je pense que tout le monde devrait rester assis. Marc n'a pas menacé mes parents ni élevé la voix. Il a distribué des copies. Le bon de travail du serrurier mentionnait mon père comme la personne demandant l'entrée et le décrivait comme le propriétaire du bien. Une note manuscrite indiquait que l'occupant n'avait pas été informé car le travail était lié à la succession. L'inventaire des déménageurs identifiait le coffre en argent, le registre de propriété. 2 lettres encadrées et la boîte à serrure de correspondance. Ma mère avait signé pour chaque article au centre de stockage. Le journal du notaire était pire. Il montrait que l'acte de renonciation avait été reconnu par une femme utilisant mon nom. Mais le numéro d'identification appartenait à un permis expiré qui n'était pas le mien. Une caméra du hall de l'immeuble du notaire montrait ma mère arrivant avec une autre femme dont le visage était partiellement couvert par un chapeau. Mon père avait envoyé le document par courriel au notaire et lui avait demandé de le traiter de toute urgence parce que Emma voyage et a déjà approuvé la structure. Mon père a qualifié les preuves de série d'erreurs de bureau. Marc a ouvert les courriels du développeur. Dans un message. Ma mère écrivait que j'étais émotionnellement attachée mais financièrement dépendante et que je partirais une fois confrontée à une date limite ferme. Dans un autre. Mon père promettait que ma signature était sécurisée et qu'aucun bénéficiaire ne pourrait bloquer la vente. Il a joint un projet de plan montrant comment il comptait utiliser les recettes. Rembourser les pertes d'investissement privés, libérer l'hypothèque sur leur maison. Payer les frais des développeurs et placer le reste sous Carter Heritage Holdings. Mon nom n'apparaissait nulle part dans le calendrier de distribution. Ma mère m'a regardé et a murmuré, « Nous allions prendre soin de toi plus tard. » Après que vous m'ayez effacé de la vente, et je demandais. Elle s'est tournée vers Alex à la place. Vous n'avez aucune idée de ce que cette famille a traversé. Supprimez vos photographies. Dites que vous avez mal compris et nous vous dédommagerons pour votre temps. L'expression d'Alex s'est durcie. Êtes-vous en train de m'offrir de me payer pour changer une déclaration de témoin? Elle n'a rien dit. Mon père s'est levé et a attrapé l'acte certifié. Je l'ai laissé le prendre. Il l'a déchiré une fois par le milieu et a laissé tomber les morceaux sur la table. Ma mère le regardait avec horreur. Je n'ai pas réagi. C'était une copie certifiée, et je dis. L'original est en sécurité et l'acte enregistré fait déjà partie du dossier du comté.
Pour la première fois, il a semblé vraiment effrayé. Marc a expliqué qu'un avis d'urgence avait été déposé ce matin-là, empêchant tout transfert pendant que la propriété était examinée. Le développeur avait suspendu la transaction et invoqué la clause d'indemnisation que mes parents avaient signée, parce qu'ils avaient garanti la possession vacante et un titre de propriété clair. Ils étaient personnellement responsables des dépenses du développeur et d'une charge de résiliation de 275 000 $ si l'accord échouait en raison de leur fausse déclaration. Mon père s'est affalé dans sa chaise. Puis Marc a placé la dernière enveloppe devant ma mère. Ce n'était pas l'addendum du trust. C'était une demande de préservation exigeant le retour immédiat de chaque article retiré, avertissant que la destruction ou la dissimulation de dossiers serait signalée. La société de stockage avait déjà restreint l'accès à l'unité. Mes parents ne pouvaient plus déplacer les preuves. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, ses larmes ne m'ont pas troublé. Elle ne pleurait pas ce qu'elle m'avait fait. Elle pleurait le moment où cela avait cessé de fonctionner. Emma, a-t-elle dit. Tu peux encore arranger ça. Dis à ton avocat que tu as mal compris. Nous annulerons la vente discrètement. J'ai regardé la feuille de calcul m'offrant 150 000 $ pour une propriété de 4,8 millions de dollars. J'ai regardé l'acte déchiré et les courriels me décrivant comme un obstacle. Vous avez eu toutes les chances d'arrêter avant de falsifier mon nom, et je dis. Vous n'avez arrêté qu'après avoir été pris. Marc leur a dit que la réunion était terminée. Il devait communiquer par l'intermédiaire d'un avocat, rendre les clés et quitter le manoir. Mon père a refusé de rendre sa clé jusqu'à ce qu'Alex lui rappelle que la facture du serrurier prouvait que la serrure avait déjà été compromise. J'avais programmé un changement complet des serrures pour cet après-midi-là. À la porte d'entrée, ma mère s'est retournée. Son expression est passée de la supplication à la haine. Cette maison te coûtera tout le monde. J'ai répondu avec le calme qu'elle avait pris pour de la faiblesse. Non, vos choix vous ont coûté l'accès à elle. Quand la porte s'est fermée, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide, puis stable. La confrontation n'avait pas restauré les parents que je voulais. Elle avait révélé les parents que j'avais. Marc est resté à la table. Il y a un document de plus, a-t-il dit. Il a placé l'addendum scellé du trust de ma grand-mère à côté des preuves. Ils savent que la vente est morte. Ils ne savent toujours pas ce que leur ingérence a déclenché. 3 jours plus tard. Mes parents sont retournés au bureau de Marc avec un avocat. Ils ne se comportaient plus comme des gens arrivant pour récupérer une maison. Mon père évitait mon regard. Ma mère gardait ses 2 mains autour d'un gobelet en papier dans lequel elle ne buvait jamais. Marc a présenté l'addendum du trust et les registres certifiés le soutenant. La clause était simple. Tout bénéficiaire subsidiaire qui interférait sciemment avec ma propriété, dissimulait des biens de la succession ou tentait un transfert non autorisé perdrait de manière permanente tous ses droits sur le trust d'investissement distinct. Les actifs passeraient à la place à la fondation de préservation, nommée par ma grand-mère. Ma mère a lu la clause 2 fois. Elle ne pouvait pas faire ça, a-t-elle dit. Son propre avocat l'a corrigé. Elle l'a fait. Le trust était évalué à un peu plus de 1,3 million de $. Mes parents s'attendaient à ce que cet argent répare les dommages de leurs investissements ratés si la vente du manoir ne couvrait pas tout. En essayant de prendre mon héritage, ils avaient détruit leurs droits au leur. Mon père m'a accusé d'avoir tendu un piège. Je lui ai rappelé que l'addendum avait été signé des années avant l'ultimatum, stocké auprès d'un conseil indépendant, et déclenché uniquement par une conduite qu'ils avaient choisie. Je n'avais pas créé la conséquence. J'avais simplement refusé de la cacher. Les mois qui ont suivi n'ont pas été dramatiques comme les histoires de vengeance le promettent. Souvent. Ils ont été plus lents, plus exacts et beaucoup plus permanents. L'acte de renonciation a été déclaré invalide. L'unité de stockage a été ouverte sous surveillance, et chaque registre, lettre, caisse et pièces de propriété de la succession a été rendu. Le registre manquant contenait des copies des communications de mes parents avec 2 développeurs, prouvant qu'ils cherchaient une vente privée depuis près de 6 mois. Il contenait également une lettre de ma grand-mère rejetant une proposition antérieure et les
avertissant que le manoir n'était pas disponible pour leur dette personnelle. Le développeur a résilié le contrat et a poursuivi la garantie. Mes parents sont devenus responsables des frais de 275 000 $, des honoraires professionnels et des frais d'expertise. Ils ont également accepté de rembourser mes frais juridiques. Le coût de la restauration des serrures et des fichiers endommagés. Et la valeur des objets qui avaient été mal manipulés. Pour satisfaire le règlement. Ils ont vendu leur maison au bord du lac et liquidé le compte d'investissement restant qu'ils avaient essayé de protéger. La fondation du trust a formellement déclaré leurs intérêts déchus. Cette perte était plus importante que la pénalité. Mais les dommages financiers n'étaient pas la partie que ma mère détestait le plus. La fondation de préservation a publié le nouveau plan de conservation du manoir et a crédité le legs de ma grand-mère. Les membres du conseil d'administration. Les connaissances de la famille et les personnes qui avaient écouté mes parents me décrire comme instable ont appris que j'étais la propriétaire enregistrée et que la vente avait échoué à cause d'une tentative de transfert non autorisée. Mes parents n'ont pas été envoyés en prison. Leur avocat a négocié une résolution qui comprenait des admissions dans le dossier civil, une restitution et une coopération à l'enquête sur le notaire et le faux dépôt. Ils ont évité le pire résultat juridique possible. Mais ils n'ont pas pu éviter que la vérité ne devienne permanente. Leur société a été dissoute. Leur accès au manoir a été révoqué. Leur crédibilité financière s'est effondrée avec l'accord. Ma mère m'a écrit 2 fois. La première lettre blâmait ma grand-mère. La seconde blâmait Marc, Alex, le développeur et finalement moi. Aucune des 2 lettres ne contenait la phrase dont j'avais besoin. J'ai eu tort de prendre ta maison. Je n'ai pas répondu. 1 an après l'ultimatum. J'ai rouvert la bibliothèque du manoir après avoir terminé les réparations financées en partie par une subvention de préservation. Alex avait aidé à documenter les boiseries originales et à récupérer la correspondance endommagée. Il n'est jamais devenu un héros providentiel qui a résolu ma vie. Il est devenu un ami qui a dit la vérité quand le silence aurait été plus facile. Sur le mur de la bibliothèque, j'ai encadré la note de ma grand-mère. Pas l'acte, pas la clause qui a coûté 1,3 million de $ à mes parents. La note importait plus car elle nommait l'arme qu'ils avaient toujours utilisée contre moi. L'exigence que je défende mon amour pendant qu'ils violaient mes limites. Pendant 18 ans. J'ai cru que maintenir la paix signifiait absorber les conséquences des choix des autres. Le manoir m'a appris quelque chose de différent. Une limite n'est pas une vengeance. Une preuve n'est pas de la cruauté. Et refuser de sauver les gens d'un désastre qu'ils ont délibérément créé n'est pas une trahison. Ma mère avait pensé qu'elle avait gagné quand elle m'a donné un jour pour partir. Elle croyait que la peur me ferait céder avant que je ne comprenne ce qui m'appartenait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma grand-mère s'était préparée à la cupidité bien avant que je ne sois prête à la reconnaître. Le document dans le coffre-fort n'a pas simplement préservé un bâtiment. Il a forcé tout le monde à vivre avec la vérité. J'ai gardé le manoir. Protégé les archives familiales et transformé 2 pièces inutilisées en une petite résidence pour les chercheurs étudiant l'architecture de Chicago. Mes parents ont perdu la vente, le trust, leur société, leur maison au bord du lac et l'autorité qu'ils avaient utilisée pour me contrôler. Mais le prix le plus lourd était celui qu'aucun tribunal n'a ordonné. Ils ont perdu la fille qui avait passé des années à leur pardonner avant même qu'ils ne s'excusent. Parfois, les gens me demandent si je me suis senti coupable en apprenant tout ce qu'ils avaient perdu. Je l'ai été, un instant. Puis je me suis souvenu de la valise à mes pieds, de la signature falsifiée et du message de ma mère promettant à un acheteur que je serais parti d'ici la clôture. Alors, je vous laisse avec une question. Si votre propre famille essayait de transformer votre loyauté en la clé de votre maison, leur pardonneriez-vous ou changeriez-vous finalement les serrures? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.